Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce dimanche 21 avril. Victoire écrasante de la Roca Team face au Portel cet après-midi en Betclic Elite. Place maintenant au quart de finale de l'Euroleague avec un premier match mercredi contre Fenerbahçe. Bilan positif pour la 9e conférence sur les océans cette semaine à Athènes en présence du prince Albert II. La ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, nous en dira plus. Première semaine d'exploitation pour le parking des Salines, 1800 places de stationnement à l'entrée ouest. Un ouvrage très attendu pour favoriser la mobilité douce en principauté. Et puis affluence record au Rolex Monte Carlo Masters, 148 000 spectateurs, c'est historique. Nous retrouverons le directeur du tournoi, David Masset, forcément fier et heureux. 101 à 67, 34 points d'écart. La Roca Team n'a laissé aucune chance au Portel cet après-midi en Betclic Elite. Scénario idéal à 3 jours des playoffs d'Euroleague et du premier choc face à Fenerbahçe. Écoutez la réaction de Jeron Blossomgame, meilleur marqueur de l'ASM aujourd'hui. We obviously have been preparing for EuroLeague playoffs coming up. So this week we've been really focused. Guys have been really locked in on the task at hand. And we wanted to use today to build some positive motivation in going into Wednesday. Just comfortable, you know. Second year here, pretty familiar with the coaches and what they expect of me and my teammates and what they expect of me. But I'm being myself. I'm not doing anything different than I did last year or earlier in the year. Just making my shots and my guys are finding me. Formule 1, Charles Leclerc au pied du podium du Grand Prix de Chine. C'est une nouvelle fois Max Verstappen qui l'emporte au terme d'une course neutralisée à 2 reprises. Lando Norris est 2e, Sergio Pérez 3e. Au classement général, le triple champion du monde prend le large. Déjà 25 points d'avance sur le 2e Pérez. Prochaine course Miami le 5 mai. Vous avez pu suivre l'événement en direct sur Monaco Info, le tirage au sort du tournoi de qualification olympique du rugby à 7 en présence du couple princier. Bonsoir Justin Adel. Les équipes connaissent désormais leur poule et leurs adversaires pour tenter de décrocher les 2 derniers tickets pour les Jeux de Paris. Effectivement Sébastien, après 2016 et 2021, Monaco accueillera pour la 3e fois le tournoi de qualification de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques, la toute dernière étape de repêchage. Tous tenteront de décrocher du 21 au 23 juin prochain le dernier billet qualificatif pour les JO de Paris. Et les surprises, il y en a avec ce tirage au sort. Chez les filles, le tournoi s'annonce ouvert avec des équipes qui se valent pour la plupart. La Pologne est favori, l'Argentine et la Chine pourraient aussi se détacher, l'une dans la poule A, 2 autres dans la poule C. Bref, tout est possible, mais chez les garçons, gros niveau avec 4 équipes qui participent au HSBC 7 Series, le plus haut niveau. L'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne font figure de favoris, mais attention aussi à l'Espagne et au Canada dont les résultats montrent qu'ils peuvent faire concurrence. De belles oppositions devraient avoir lieu, comme l'Afrique du Sud face au Tonga en poule A ou encore l'Espagne contre le Brésil en poule C. Mais la poule qui attirera sûrement plus notre attention est la poule B, car se retrouvent la Grande-Bretagne et le Canada. Qui sortira en tête? Parmi toutes ces équipes, une seule ira au JO. La réponse dans quelques semaines. Merci Justin et nous reparlerons rugby à 7 à la fin de ce journal avec un focus sur le tournoi Sainte-Dévote qui a opposé hier les meilleures équipes de moins de 12 ans. C'est un rendez-vous littéraire bien connu en principauté, le prix Coup de cœur des lycéens de la Fondation Prince-Pierre. Qui compose le jury? Quels sont les ouvrages en lice? Frédéric Elion nous en dit plus sur des images d'Alexandra Marangoni. Depuis 2007, des élèves de seconde des lycées Albert Ier, FANB Régnier 3 jouent chaque année le rôle de critique littéraire à l'occasion du coup de cœur des lycéens. Ce prix de la Fondation Prince-Pierre, décerné donc par un jury d'élèves de la Principauté, met à l'honneur des primo-romanciers et s'inscrit aussi dans un projet pédagogique mis en place en collaboration avec la DENJS. On a 2 objectifs à la Fondation, c'est évidemment de faire lire des livres, c'est évidemment de choisir un lauréat, c'est tout ce que vous imaginez, mais c'est aussi d'essayer en accord avec les professeurs, de donner une méthode de travail par rapport à cette analyse. Voilà, mettre à côté des choses, les mettre en relation, faire référence à une culture précédente, acquise précédemment, etc. Depuis le début du projet, les élèves ont lu 7 romans, Feu dans la plaine d'Olivier Cieszelski, Par-delà l'oubli d'Aurélien Cressely, Un simple dîner de Cécile Tlili, La colère et l'envie d'Alice Renard, J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, un ouvrage d'Adèle Fugère,
La Vénus au parapluie de Thibaut Gaudry et La maison vénéneuse de Raphaël Zamochnikov. Mercredi, les élèves ont présenté des capsules, vidéo et audio, où ils expliquaient pourquoi ils avaient aimé ou pas un ouvrage, avant de voter pour n'en conserver que 5. Je trouve que c'est déjà un honneur de faire ça. C'est pas dans tous les pays qu'on peut faire ce genre de concours. Alors moi, j'avais choisi un livre, c'est La colère et l'envie. Donc c'est un livre que je n'ai pas beaucoup aimé parce qu'il y a des thèmes qui ont été abordés que j'ai trouvé très malaisants. Et ça permet aussi de lancer la carrière de certains auteurs en leur donnant la chance d'être lus. Au final, le livre qui a été éliminé, donc La Vénus au parapluie, c'était le livre que je préférais et du coup, c'est dommage. Prochaine étape, décisive dans l'optique du vote final, le lundi 3 juin, les élèves pourront rencontrer les auteurs plébiscités et échanger avec eux. La 9e conférence internationale Our Ocean s'est déroulée cette semaine à Athènes. Les représentants de 120 gouvernements étaient réunis autour d'un thème cher à la principauté, la préservation des océans. Nous dressons le bilan avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, au micro d'Alban Jean-Jambre. Je crois d'abord qu'on peut se féliciter d'une participation très importante à cette conférence. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup de délégations étaient présentes. Des partenariats ont été créés, d'autres ont été renforcés. Ça a été le cas pour ce qui concerne la principauté, puisque Son Altesse Sérénissime a participé à des événements parallèles, notamment grâce au MedFund, qui est un fonds fiduciaire qui est destiné à préserver des aires marines protégées en Méditerranée. Ce fonds a été instauré par la France, la Tunisie et Monaco. Un autre partenariat, c'est la Monk Seal Alliance, qui a été là initiée par la Fondation Prince Albert II et qui est destinée à préserver le phoque moine en Méditerranée, ou encore un autre partenariat qui est bien ancré dans le paysage de la protection des océans, c'est BIMED. Donc c'est aussi à l'instauration de la Fondation Prince Albert II qui est destinée à lutter contre la pollution plastique en Méditerranée. C'est un bilan positif puisque des millions d'euros ont été annoncés pour justement préserver les océans et puis cet événement nous a permis aussi de nous positionner et de préparer la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu, comme vous le savez, à Nice, sous l'égide de la France et du Costa Rica. Une conférence où Monaco a toute sa place puisque nous allons organiser en amont de la conférence, quelques jours avant, un événement ici à Monaco sur le financement et la Blue Economy qui est destiné donc à lever des fonds pour préserver les océans. Donc je pense que c'était important aussi pour Monaco d'être sur place pour annoncer cet événement à venir l'année prochaine. Revenons à présent sur le grand événement de la semaine en principauté, l'inauguration du parking des Salines par le prince Albert II, le ministre d'État Pierre Lartout et le conseiller de gouvernement Céline Caron-Dagioni. Grâce à ce parking, ce sont plus de 4000 trajets en voiture qui devraient être évités chaque jour. Émilie Flamin, Alexandra Marangoni. 1800 places de stationnement, 15 étages, 3 entrées, le parking des Salines devient un lieu clé pour la mobilité de l'ouest du pays. Avec l'accès facilité des navettes express qui permettront d'être très rapidement en centre-ville, une navette express donc qui sera en direct vers l'office du tourisme et une autre qui sera en direct vers la Condamine. Vous avez cette galerie des Salines qui vous permet d'être en 10 minutes à Fontvieille. Il y a aussi une sortie directement vers la Moyenne Corniche, ce qui permet d'éviter les difficultés de circulation que l'on rencontre souvent en sortie de principauté le soir après les horaires de travail. Un lieu qui devrait aussi permettre de désengorger les parkings du centre-ville. C'est un parking qui va nous permettre de gagner de l'espace et de la capacité horaire dans des parkings qui sont aujourd'hui saturés et où on a de la forte demande de la clientèle horaire. Et donc on va travailler sur dégager un peu d'espace sur ces parkings-là afin d'avoir plus de capacité horaire pour que les clients puissent se rendre dans les centres économiques de la principauté en centre-ville. Toujours dans l'objectif de faciliter la mobilité, il a été pensé avec certaines spécificités. Vous avez donc une rampe pour desservir les niveaux de stationnement de façon classique. Donc les utilisateurs descendent progressivement étage par étage pour se garer. Et puis il y a une autre rampe qui permet d'aller directement vers le bas, ce qui constitue un moyen accéléré de transit pour aller vers l'avenue Pasteur.
En parallèle de la création du parking, une passerelle verra le jour dans les prochains mois pour permettre aux utilisateurs d'accéder à pied à Fontvieille en une dizaine de minutes. Une semaine tout juste après le 3e sacre de Stefanos Tsitsipas, retour sur le Rolex Monte Carlo Masters. Une édition 2024 exceptionnelle à plus d'un titre. Le directeur du tournoi, David Massey, était notre invité dans le journal de 19h de vendredi. Bonsoir. Et bravo pour cette magnifique édition. On va d'abord dresser le bilan et parler de la fréquentation exceptionnelle. Vous avez des chiffres exclusifs à nous donner. Tout à fait. On a dépassé 148 000 personnes dans cette édition, donc on était ravis. Oui, c'est même plus que 2023 qui était déjà une année record. Exactement ça. On avait 143 000 en 2023, donc 5 000 de plus. Comment expliquez-vous cet intérêt grandissant ? Bon, je crois que c'est aussi l'effet que les gens ont toujours hâte de sortir et profiter de la vie. À la fois, on a aussi l'effet de Jannik Sinner, un joueur qui est exceptionnel, italien. Et comme on est très proche de la frontière italienne, je crois qu'on profite aussi de tous les Italiens qui veulent voir Jannik Sinner en direct, en vie. Oui, une fréquentation record qui profite à toute la principauté, notamment les restaurateurs du Larvotto. L'un d'eux nous disait cette semaine qu'il n'avait jamais vu autant de monde pendant le tournoi. Ah, mais on souhaite ça, on souhaite qu'il y ait un impact pour toute la principauté à la fin, que déjà les hôtels sont pleins et que tout le restaurant pareil. Il faut dire qu'il y a eu du spectacle et du très beau spectacle sur les cours. Si vous deviez retenir un match, un choc, lequel choisiriez-vous ? Je crois que c'est la demi-finale contre Jannik Sinner et Tsitsipas, très très serré. Je crois que c'était vraiment un match où Jannik Sinner était proche à gagner aussi. Mais on sait que Tsitsipas, qui a gagné le tournoi déjà 2 fois et maintenant 3 fois avec le titre qu'il a pris dimanche. C'est vrai que Stefanos Tsitsipas, résident monégasque et chouchou du public, a été impressionnant, seulement un set concédé. Hein. Oui, non, il a vraiment commencé le tournoi dans une position très très forte. On a vu ça avec chaque match qu'il a joué et il n'a pas relâché une seconde. Un Rolex Monte Carlo Masters qui a bénéficié aussi d'une très belle couverture médiatique. Ça aussi, c'est un signe et un motif de fierté pour vous. Oui, c'est une production qu'on voit de haut niveau avec beaucoup de caméras. Je crois qu'il y a 20 caméras sur le cours central, cours Régnier 3. Après, on a aussi le réseau social, donc on compte sur un programme, on appelle ça non-live coverage. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important qu'on a des accès via les réseaux sociaux et on cherche à améliorer ça chaque année. Oui, les chaînes du monde entier se sont passionnées pour ce tournoi. Oui, tout à fait. C'est vendu à l'ensemble de Masters 1000 avec la finale à Turin. C'est toutes les chaînes, on touche chaque territoire. Un dernier mot sur le très beau chèque que vous avez remis au GEMLUC pour la lutte contre le cancer. Oui, ça c'est très important aussi pour nous. On essaie toujours de soutenir une association et c'est la 2e fois que notre présidente a choisi GEMLUC. C'est vraiment la lutte contre le cancer je veux dire que ça reste quelque chose de très proche à tous qui travaillent pour le tournoi parce qu'on avait perdu notre président, Baron Lisbeth Anne de Massy, donc en 2020, et on n'oublie pas. Donc c'est une façon qu'on peut aider pour le futur. Et je crois que c'est un chèque de plus de 37 000 € qui a été remis. Rendez-vous donc l'année prochaine. Vous avez déjà identifié des évolutions, des nouveautés ? Déjà les dates, 5 au 13 avril 2025. Et en termes de nouveautés, on est en train de voir, on a plusieurs projets. On va voir si dans les prochains mois, si on arrive à le mettre en place.
Le rendez-vous est pris et encore bravo pour cette magnifique édition 2024. Merci David Masset. Merci beaucoup, merci. L'Afrique du Sud remporte le tournoi de Sainte-Dévote, le rendez-vous de référence du rugby à 7 des moins de 12 ans. Monaco décroche une très belle 3e place. Au-delà du résultat, ce sont les valeurs du sport qui étaient à l'honneur durant ce tournoi en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Focus Info signé Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet. Le tournoi a commencé vendredi après-midi. Les équipes ont enchaîné les matchs de poule. Samedi matin, une cérémonie d'ouverture ouvre officiellement le tournoi en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Une parade permettant de présenter toutes les équipes, mais surtout constater l'étendue de toutes les nationalités présentes. États-Unis, Afrique du Sud, France, Côte d'Ivoire, Pays-Bas et plus encore, des visiteurs qu'il faut encadrer. On travaille énormément avec la Fondation Princesse Charlène sur cet événement. En amont, tout d'abord, avec les équipes de la Fondation qui nous aident, notamment au niveau de l'organisation, au niveau des programmes pour les équipes, puisqu'il faut savoir qu'on a 24 équipes qui sont avec nous, dont certaines arrivent le lundi, une semaine avant le tournoi. Donc il faut leur faire visiter Monaco, organiser des animations pour qu'ils découvrent notre pays avant de participer au tournoi. Dans la foulée, Monaco se voit remis le trophée Sainte-Dévote, remporté après un match les opposant à Luciana, la veille. Le partage, l'échange, quel que soit le résultat, les jeunes s'amusent. Les parents supportent et vivent les matchs comme leurs enfants. Pour la Fondation Princesse Charlène, s'investir dans ce type d'événement est important. Les valeurs du rugby sont des valeurs que la Fondation partage et souhaite faire partager à tout le monde. Et lorsque on voit ces jeunes, très jeunes enfants qui viennent et se congratulent qu'il y ait la défaite ou la victoire, et ils sont vraiment très respectueux aussi envers les organisateurs. Et ça montre vraiment que ça va être de bons adultes pour demain et c'est ce que la Fondation souhaite. Pendant toute la matinée, des phases finales ont lieu jusqu'à la phase de classement toute l'après-midi. L'avantage de cette compétition, c'est qu'elle permet à des enfants provenant dans de nombreux cas d'un milieu défavorisé d'effectuer un séjour en principauté. Le tout grâce à la Fondation. L'équipe d'Équateur en est l'exemple. Elle termine à la 13e place, un résultat très satisfaisant pour le coach, fier de ses joueurs. Our program, supported by the Princess Charlene of Monaco Foundation, support the children who lives in extreme poverty or vulnerability in Ecuador. So this has changed their lives, you know. Yesterday, a few years ago, they never mind who can represent your country, their country. So this is wonderful for them, for us, and this is possible absolutely for the Princess Charlene of Monaco Foundation who works in Ecuador. Et si pour les enfants, vivre une expérience comme celle-ci peut parfois changer une vie, tous prennent du plaisir. Un moment de partage, de convivialité, où les valeurs du rugby permettent de rassembler au même endroit des jeunes du monde entier. Une manière de faire tomber les barrières de la langue. You get to represent your country and you can do them proud even if you lose games. So yeah, it's a big pleasure. En fait, c'est toutes les équipes qui sont meilleures et on peut se challenger dans tout. C'est très bien. Quand on est dans les tribunes, on parle ensemble avec les autres nations, on s'amuse un peu parce qu'il y en a, ils parlent français aussi. Merci pour cet accueil et franchement, ils ont bien travaillé, donc merci beaucoup. Pour cette nouvelle édition, Monaco décroche la 3e place après un match face à la Suisse. En finale, c'est un schéma identique à la précédente édition. La France, représentée par Montpellier, est confrontée à l'Afrique du Sud. L'année passée, les Springboks l'avaient emporté, et cette année, le résultat est le même. Le tout sur un score de 5-2. Monaco, we really love you. On retrouve Justin pour les prévisions météo du début de semaine. Au programme, un beau soleil, puis l'apparition probable de perturbations.
Effectivement, Sébastien, la journée de demain sera très agréable avec un beau soleil toute la matinée et une partie de l'après-midi. Mais le ciel devrait se charger à partir de la mi-journée jusqu'à même provoquer un risque très faible de précipitations en début de soirée. Les températures, elles, varieront entre 8 et 14 degrés. À titre de comparaison, nous avons perdu 7 degrés en l'espace d'une semaine. Pour la mer, ça ne bouge pas, le thermomètre reste fixé au 16. Le soleil se lèvera à 6h33 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 20h23. Alexandre, demain, c'est votre jour. Merci Justin, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec la rétrospective des événements qui se sont déroulés les années précédentes à la même époque. C'est le flashback de la semaine. Demain, vous retrouverez Julia Vial. À bientôt sur Monaco Info.